Ce sont des visiteurs qui n'avaient pas franchement été invités. Ce jour-là, au Palais Vivienne, des policiers viennent perquisitionner la demeure de Pierre-Jean Chalençon. Il s'est confié à notre micro. Il fallait que je parle, il fallait que je voulais voir le lieu, donc j'aurais fait visiter. C'est perquisition. Je sais pas comment ça s'appelle, mais enfin... Ils étaient combien? Je sais plus, 4-5. Mais bon, le problème, c'est que ça prend des proportions. Au bout de quelques heures, les enquêteurs repartent. Le collectionneur, lui, sort par une porte dérobée, escorté par la police. Il est placé en garde à vue, tout comme son ami, le chef cuisinier Christophe Leroy sur cette photo, accompagné par son avocat dans les locaux de la police judiciaire de Paris, ainsi que son épouse. Deux personnages devenus les symboles de ces Français qui oseraient transgresser les règles en pleine pandémie. À l'origine de cette affaire, une vidéo diffusée par nos confrères d'M6. La scène se déroule dans cet édifice du XVIIIe siècle, le Palais Vivienne qui appartient à Pierre-Jean Chalençon, un homme d'affaires, collectionneur, spécialisé dans les œuvres de Napoléon Ier. Nous sommes le 1er avril, au lendemain de l'intervention d'Emmanuel Macron qui annonce le 3e confinement. Pourtant, les images tournées montrent une réception avec des gens sans masque qui se font la bise. Mais rien de choquant pour le propriétaire des lieux. Pierre-Jean Chalençon se justifie et évoque une pratique généralisée. Lui-même, d'ailleurs, affirme dîner régulièrement avec des ministres dans des restaurants clandestins. Une petite phrase qui met le feu aux poudres. Il se rétracte 2 jours plus tard sur notre antenne. C'est le plus gros poisson d'avril de l'histoire de ces 10 ou 15, 20 dernières années. Et j'avoue que franchement, si les gens n'ont pas un peu d'humour, eh bien, ils n'ont rien compris. Et nous avons invité quelques personnes pour leur faire visiter. J'ai fait une conférence qui a duré 45 minutes sur le Palais Vivienne. Il y avait effectivement 8 ou 10 personnes qui se sont arrivées sur l'ensemble de la soirée, peut-être une douzaine. Et ils sont partis très tôt. Qu'en est-il exactement? Voici le carton d'invitation de cette soirée. Il est bien indiqué dîner avec un chef gastronomique, Christophe Leroy, avec du caviar et du champagne pour 220 €. Nous avons retrouvé l'une des participantes, une amie du chef, invitée, elle, à titre gracieux. Et elle nous confirme qu'il s'agissait bien d'un dîner. On est accueillis par le chef et son épouse, enfin sa femme. Et puis on rentre dans un espace qui est assez majestueux, très grand. Et on est là pour une dégustation culinaire de Christophe Leroy. Et on a eu un œuf mimosa, on a eu un tartare de thon, du loup, une tartine de fromage et le dessert du champion du monde de pâtisserie Yazidi Shamran. Alors il y avait 2 serveurs et il y avait un monsieur qui servait à boire derrière un buffet. Dans la salle, des invités triés sur le volet. Il y a une trentaine de personnes, il est 17h30, aucun membre du gouvernement, rien de vraiment important, quoi. Je veux dire, c'était plutôt anonyme comme dégustation. Il y avait peut-être 8 tables, c'était très spacieux. C'est-à-dire qu'entre chaque table, il y avait des tables vides, les fenêtres étaient ouvertes. Moi, j'ai pas eu le sentiment, si vous voulez, d'être exposée à un danger potentiel et qu'on n'était pas collé aux gens qu'on ne connaît pas. Et voilà. Je comprends parfaitement que les gens puissent s'insurger de cet événement. Je comprends et c'est tout à fait légitime puisqu'on est dans une crise où tout le monde doit surmonter ses envies, etc. Mais il faut à un moment donné rétablir la vérité. Il n'y avait pas de quoi nourrir autant de polémiques, je pense. Un dîner qui n'était pas une première. Les 2 hommes ont l'habitude de recevoir ensemble. Qu'il est beau cet arbre de Noël! Nous sommes chez Christophe Leroy, mon grand camarade, et j'apporte aujourd'hui une truffe. Sur cette vidéo postée en décembre dernier sur les réseaux sociaux, on les voit d'ailleurs concocter les menus de leur futur dîner.
Comment on appelle cette petite chose alors? La soupe VGE. La soupe VGE, c'est la soupe VGE, mes enfants. Que tu pourrais reprendre au Palais Vivienne. Oui, d'ailleurs nous allons la reprendre avec Christophe dans quelques semaines, car nous allons avoir une très très belle cuisine, et Christophe et moi allons organiser des déjeuners, des dîners d'exception, donc il faudra absolument venir au Palais Vivienne. Regardez, Des repas au Palais Vivienne, mais pas seulement, car Christophe Leroy invite aussi chez lui. En pleine crise sanitaire, le chef aurait-il alors transformé son propre appartement en restaurant clandestin? Son avocat dément. Un domicile privé dans lequel le propriétaire des lieux fait venir un certain nombre de personnes afin notamment d'y prendre un repas et que ce repas est tarifé, ce n'est pas un restaurant. La nuance est faible car sur Instagram, Christophe Leroy ne se prive pas et poste régulièrement des photos des événements qu'il organise. Les tables sont dressées, les plats préparés, les invitations envoyées. Nous en avons récupéré une quinzaine. Et à chaque fois, un dénominateur commun. Le nom du chef cuisinier est mentionné. La subtilité, c'est qu'il fait de sa salle à manger un club privé, le Leroy Business Club niché dans le très chic 8e arrondissement de Paris. Les gens qui viennent ici, en fait, retirent le masque. Il n'y a pas de... Une fois que vous passez la porte, il n'y a plus de Covid. Donc les gens se sentent à l'aise et quand c'est un club privé, les gens se sentent comme chez eux. Comme une bulle en dehors du temps, où les gestes barrières et les règles sanitaires n'ont plus lieu d'être. À titre purement privé, vous pouvez inviter des personnes chez vous. Alors, il y a une recommandation de ne pas dépasser 6 personnes, mais ça, c'est vraiment une recommandation, ce n'est pas une obligation. Et dans ce cas-là, il n'y a évidemment aucune prestation, aucune contrepartie, c'est non lucratif. Ici, c'est beaucoup plus ambigu puisqu'il semble que vraiment il y avait une prestation, donc une rémunération, et qu'il y avait bien un travail. Donc ici, en fait, il risque de relever de la législation sur les établissements recevant du public et plus largement des législations sur le travail dissimulé ou le travail clandestin. Le critique gastronomique Gilles Pudlowski a participé, à 2 reprises, à des déjeuners de travail chez Christophe Leroy, en novembre et en décembre dernier. Et autour de la table ces fois-là, pas plus de 6 personnes, assure-t-il. On était vraiment un nombre réduit, c'est-à-dire 4 personnes. Ça avait un côté club, restaurant d'amis. Ça ressemble à un appartement bourgeois, haussmannien, je dis avec une belle entrée, un salon à gauche, une petite cuisine à droite, une belle salle de restaurant, mais enfin une salle de restaurant, non, une salle à manger avec une grande table. Même lui bafouille et ne semble plus savoir très bien quel terme employer. Mais pas question de parler de repas clandestins ou illégaux. Pourtant, pour contourner les interdictions liées au Covid-19, et parce que la crise dure et semble même s'éterniser, certains n'hésitent plus à s'arranger un peu avec la loi et le revendiquent. Entre magouilles et petites tricheries. La dernière combine à la mode, c'est celle utilisée pour voyager à l'étranger, sans avoir à respecter les contraintes sanitaires. Présenter aux autorités un faux test PCR. Ce jour-là, notre équipe qui se trouve à Barcelone doit rentrer en France en avion. Elle décide de tester cette méthode illégale. En tapant quelques mots-clés sur l'application Snapchat, Juliette, notre journaliste, identifie plusieurs profils qui proposent de réaliser des faux tests PCR. Parmi eux, un faussaire qui se vante ouvertement de son activité en publiant les messages de remerciement qu'il reçoit. Coucou, j'espère que ça va. Moi, je suis dans l'avion grâce à toi. Attestation validée. Merci pour le test. Il est d'ailleurs lui-même en vacances à Dubaï lorsque nous entrons en contact avec lui. Hello, j'ai besoin de 2 tests, s'il te plaît, pour prendre l'avion. Pour un vol mercredi soir. Ok, alors c'est 100 € les 2. Il faut d'abord régler la somme via un site de paiement en ligne entre particuliers avant de voir la marchandise. Le vendeur tente de nous rassurer. Comme convenu, le faux test est envoyé par mail dans les minutes qui suivent, depuis une adresse
qui a l'air tout à fait officiel. C'est donc ce document que nous allons présenter à la compagnie aérienne en Espagne avant d'embarquer dans l'avion. Il est daté de moins de 72 heures, comme l'exige la réglementation. Retour à l'aéroport de Barcelone, où Juliette attend de passer les contrôles. Mi? Yes, the PCR test. Ah, Corona test. Sí. Mira, venga por aquí. Juliette s'avance au guichet. La scène va durer quelques secondes. On m'a demandé mon passeport et puis mon test PCR, donc j'ai montré celui-ci. Donc un test PCR que j'ai acheté 50 € sur Snapchat sans faire aucun prélèvement nasal. Et elle a regardé 2 secondes et elle me l'a redonné gentiment. Bonne journée madame. Donc bonne journée madame. Seule la compagnie aérienne vérifie les documents de Juliette. À aucun moment, les autorités espagnoles ne contrôlent son test. Notre journaliste n'en est qu'à la moitié de son voyage. Si à l'arrivée son faux test est démasqué, elle risque 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. À l'aéroport parisien d'Orly, c'est la protection civile qui est mandatée pour assurer le contrôle sanitaire. Ça a été fait comment votre test PCR, madame? Ça a été fait comment? Par la bouche, par le doigt? Par le nez, prélèvement nasal. Parfait. C'est bon. Les 2 narines en plus. Bah, ça tombe bien. Ça tombe bien parce que ici, c'est aussi les 2 narines. Et donc, ça a été prélevé le test. Parfait. Malgré sa nervosité, Juliette voyage sans accroc. Le faux test PCR trompe les contrôles. J'avoue que j'ai un peu tremblé, j'avais le cœur qui s'accélérait. Ils ont vu du feu. Ils ont vu que du feu. Notre journaliste avait bien sûr aussi en sa possession un vrai test passé dans un laboratoire français. Mais la pratique se développe partout en Europe et inquiète Europol, la police européenne. Compte tenu des moyens technologiques largement disponibles, d'imprimantes de haute qualité ou de différents logiciels, les fraudeurs sont en capacité de produire des contrefaçons ou des faux documents de très bonne qualité. Tenter autant que possible de retrouver la vie d'avant. À Paris, en bord de Seine, alors que la nuit tombe, un petit groupe d'amis se retrouve, comme si de rien n'était. Vous faites la bise là? Bah, pourquoi pas? On vit dangereusement. Genre... Couvre-feu oblige, ce soir-là, c'est un pont parisien qui fait office de salle de sport. À l'abri des regards et des contrôles de police, ils enchaînent coups droits et uppercuts. Comme pour combattre les interdits. disons que tout le monde bosse, donc pendant la journée c'est compliqué. On va pas se lever à 4 h du matin pour aller s'entraîner à la dure, parce qu'on n'est pas... Enfin bref. Donc on prend notre responsabilité, on tourne toujours un peu dans le même groupe, et on n'est pas irresponsable. Moi, ma mère, ça fait 4 mois que je ne l'ai pas vue, j'ai pas passé Noël avec. Autour de Christophe, des habitués, ils ont entre 25 et 45 ans. Son technicien, ingénieur, cadre dans la fonction publique. C'est super important de pouvoir se dépenser, de voir des gens aussi. Et puis, tout simplement de penser à autre chose et de continuer la vie dont on nous prive finalement. À cette époque-là, le couvre-feu est fixé à 18 h, après quoi, chacun d'entre eux encourt une amende de 135 €. Mais pas de quoi dissuader ses accros au sport. Ça permet de bonne santé, tout simplement. Pour garder des bonnes défenses immunitaires. C'est bon pour le corps, c'est bon pour l'esprit. Pour pas choper le Covid. Le sport, pour mettre KO la maladie. Une idée que beaucoup de Français partagent. Eux, le sport, ils le pratiquent en plein jour, en salle. Car depuis le mois de décembre, certains centres ont eu le droit d'ouvrir à nouveau. Un accès réglementé, sur présentation d'un justificatif. Du sport sur ordonnance. Le télétravail où je suis chez moi toute la journée assise sur un canapé, moi j'ai des problèmes de dos.
où je fais pas de sport, j'ai senti vraiment la dégringolade, quoi. Donc, moi, mon médecin me suit pour ça et effectivement, m'a dit mais c'est indispensable que tu continues tes séances. Sont autorisés en salle les malades chroniques, les professionnels et les sportifs de haut niveau. Mais quand on ne répond à aucun de ces critères, il y a toujours moyen de resquiller. J'ai un certificat de scolarité. Un certificat de scolarité? C'est-à-dire? Ah, comme si tu étais étudiant... Étudiant en sport, en STAPS. Et c'est vrai? Ah, t'es pas étudiant? Non. Bah, moi, je l'ai fait parce que j'ai quelqu'un qui était à l'université là-bas, qui faisait du STAPS à Évry. Donc, certificat de scolarité, puis bon, après, un petit coup de Photoshop et ça passe. Au cours de notre enquête, nous découvrons que certains professionnels sont au courant de ces petits arrangements. Bonjour. Alors, on va un peu renseignement parce qu'on nous a dit qu'il y avait possibilité éventuellement de faire du sport malgré le confinement, mais avec une ordonnance. Une prescription, c'est ça. Donc en gros, il faut que le médecin signale bien que votre état de santé nécessite la pratique du sport en salle. C'est juste que c'est une façon de contourner un peu le règlement, quoi. Mais sinon, 90% des gens qui ont des prescriptions n'ont pas de pathologie. Ah ouais. Mais quand on n'est pas malade, est-ce compliqué d'obtenir une prescription médicale? Pour le savoir, Juliette, notre journaliste, a pris rendez-vous avec 4 médecins en téléconsultation. Je vous contacte parce que j'ai envie de faire du sport. Et donc, j'aimerais savoir si c'est possible de me faire une prescription médicale. Les 2 premiers refusent catégoriquement. Alors, le problème, c'est que, je vais vous répondre clairement, ça va être non, et je ne vous ferai pas régler la consultation, ne vous inquiétez pas. Mais je ne peux pas faire ce genre de certificat, en fait. Faire des certificats pour le sport, en fait, on le fait sur des prescriptions spécifiques de sport adapté qui sont pour des gens qui ont un handicap ou une maladie chronique et pour lesquels ne pas faire du sport serait vraiment dangereux pour eux. Les 2 autres docteurs, en revanche, acceptent sans sourciller. Alors rappelez-moi qu'est-ce qu'on devait faire aujourd'hui. Avec le dernier, Juliette va même jusqu'à lui dicter son texte. Il faut marquer sur l'ordonnance en référence de l'article 1172.2 du Code de la santé publique. Et il faut marquer aussi que je possède une ALD nécessitant la pratique en salle de sport. Une ALD, autrement dit, affection longue durée, comme le diabète, l'AVC ou le cancer. Un critère nécessaire depuis le 5 février pour que la pratique soit autorisée. Juliette est en parfaite santé, mais en quelques minutes après une consultation à 55 € avec un médecin qu'elle ne connaît pas, elle va tout de même pouvoir aller s'inscrire dans une salle de sport. Parmi les tricheries les plus répandues, les soirées clandestines. Malgré le couvre-feu, les nuits ne sont pas aussi calmes qu'elles devraient l'être. Ce soir-là, il est 21 h. Juliette cherche une fête non autorisée. Ça ne devrait pas être difficile à trouver selon son chauffeur de taxi. Mais là, il y a pas mal de soirées partout. Les gens, ça fait un bout de temps que... Ça fait un bout de temps que les gens ils sortent. Hein. Les gens ne respectent plus ça. Hein. C'est bon, ils en ont marre, hein. Ça date. Hein. En effet, en surfant sur l'application Instagram, Juliette découvre rapidement de nombreuses annonces. Ce soir, soirée sur Paris 10e, liste sélective, info en message privé. Les lieux sont tenus secrets jusqu'à la dernière minute, mais les organisateurs n'hésitent pas à faire la publicité des appartements loués pour l'occasion. Voici celui dans lequel une soirée doit se dérouler ce soir. Un magnifique duplex de 200 mètres carrés en plein cœur de Paris, avec une vue sur la Tour Eiffel. Juliette entre en contact avec l'organisateur. Je viens de la part de... Donc tu veux sortir? Yes, s'il te plaît. Ok, du coup, c'est 50 € chacun, sachant qu'il y a alcool illimité, DJ et que c'est un loft de 200 mètres carrés. C'était pour ça le prix élevé. L'adresse exacte n'est communiquée qu'à 22 h. Dans le hall de l'immeuble, Salut, c'est moi Juliette. L'un des organisateurs s'occupe de l'accueil des fêtards et tient la caisse.
50 € pour 50 € chacun. 100 € au total. À l'intérieur, la fête bat son plein. Une centaine de jeunes, habillés comme s'ils sortaient en boîte de nuit. Aucun ne porte un masque. Au bar, l'alcool est à volonté, mais on facture 10 € le ballon de gaz hilarant, la drogue à la mode. Les fêtards ne se cachent pas et publient des vidéos sur les réseaux sociaux. Et là, ça fait quoi? Bah, franchement, c'est cool, tu vois, genre, ça change et tout. Enfin, moi, j'en peux plus, des trucs fermés et tout. Et du coup, je me disais, bah, c'est mieux de faire des trucs entre amis proches, mais au final, c'est cool de rencontrer des gens. Mais la soirée tourne court. La police est derrière la porte. À l'intérieur, la tension monte. C'est dur de faire en fait 5 minutes. C'est dur de fermer sa gueule et de pas raconter sa vie pendant 5 minutes. Certains tentent de bloquer la porte pour empêcher la police d'entrer. Mais parmi les participants, beaucoup pensent qu'ils ne risquent pas grand-chose. Ils vont demander ta pièce d'identité. Mais tu dis, tout le monde dit qu'ils n'ont pas de pièce d'identité, ils peuvent pas parquer devant. Ils sont pas débrouillés. Je me suis fait contrôler 15 fois, j'ai eu une seule amende. Pour échapper à la police, les fêtards prennent les issues de secours. Certains trouvent refuge sur le toit. Oui, on est caché. On est sur le dernier toit de l'immeuble, il y a le chemin partout. Les forces de l'ordre tournent dans le quartier. Les resquilleurs, eux, se cachent à l'approche d'une voiture de police. C'est pas grave, on risque rien. Au pied de l'immeuble, une trentaine de contraventions pour violation du couvre-feu sont établies. 2 des organisateurs sont placés en garde à vue pour mise en danger de la vie d'autrui. Après 45 heures, ils ont été relâchés. Aucune poursuite n'a été engagée contre eux. C'est un peu ce qu'on appelle la stratégie de procédure, c'est-à-dire qu'on sait très bien que ça ne va pas fonctionner et que l'organisateur ne sera pas condamné pour la mise en danger, mais par contre, l'utiliser à ce stade-là, ça permet de passer l'organisateur en garde à vue, ce qui est quand même extrêmement fort comme message qu'on transmet à un organisateur quand on passe 24 heures en garde à vue. Mais les auteurs de ces petites combines n'échappent pas toujours à la sanction. Sur la rive gauche, en plein cœur de Paris, ces ruelles d'habitude très animées se vident au compte-gouttes. Vous avez une attestation? Pardon? Vous avez une attestation? Bon. Attestation. On rentre en métro? Bon, très bien. Merci. C'est la préfectorale, votre casquette? Bien sûr. Ce soir, le commissaire divisionnaire du 5e et 6e arrondissement de Paris a voulu montrer qu'il était aux manettes. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. C'est fermé. C'est fermé? Oui, rien. D'accord. Les 2 derniers clients. D'accord. Le contrôle s'intensifie pour démasquer ceux qui contournent les règles. Car entre petits pas de côté, infraction à la loi et arrangement avec sa morale personnelle, les autorités le savent, certains Français ne supportent plus de vivre en apnée. Au cours des 6 derniers mois, rien qu'à Paris, près de 1000 clients de restaurants clandestins ont dû payer une amende. 300 établissements ont été verbalisés.